Et nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Pour ce faire, je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, ce matin, on va reparler du fiasco Kakis-Sac-Clic. Ce matin, la vérificatrice générale a remis un rapport qui fait l'état des lieux et qui démontre par A plus B la responsabilité du gouvernement Kakis dans le contexte du fiasco Sac-Clic. La ministre des Transports, elle est responsable en vertu de la loi québécoise, de l'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec. Elle doit répondre à nos questions. Le premier ministre doit répondre du travail de sa ministre des Transports qui a échoué dans sa responsabilité, Madame la Présidente, de veiller au bon fonctionnement de la société d'État qui était sous sa responsabilité. Il est révélateur, Madame la Présidente, de voir ce mauvais gouvernement-là aujourd'hui dans un fiasco qui fait en sorte que des milliers de Québécoises et Québécois, début 2023, en plein hiver, faisaient la file, n'avaient pas les services, alors que la ministre avait vu cet accident routier-là arriver au ralenti. Il y avait eu des voyants très, très clairs s'allumer pour dire que ça n'allait pas fonctionner. Les coûts allaient en explosant. La Société d'assurance automobile du Québec allait être fermée pendant 21 jours, Madame la Présidente. Il était clair qu'il n'était pas prêt. La ministre n'a pas posé les questions, n'a pas fait son travail. Madame la Présidente, la question maintenant revient au premier ministre. C'est lui l'ultime responsable, c'est lui le patron normalement. Que va-t-il faire avec sa ministre qui a échoué? Pas de commentaires après les questions et j'aimerais entendre la réponse. Oui, Madame la Présidente, les constats de la vérificatrice générale sur la gestion de la SAAQ sont très graves, très sérieux. Et, Madame la Présidente, ce que le rapport nous apprend, c'est que de la mauvaise information a été donnée par la SAAQ au gouvernement. C'est inacceptable. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas attendu pour agir. On a remplacé le président de la SAAQ, puis on a remplacé le président du conseil d'administration de la SAAQ. Maintenant, Madame la Présidente, on va s'assurer que la SAAQ mette en œuvre toutes les recommandations de la vérificatrice générale. On sait que le virage numérique de la SAAQ, ça reste nécessaire. Maintenant, on doit être capable, comme gouvernement, de compter sur de l'information fiable. C'est totalement inacceptable ce qui est arrivé, que le gouvernement ait reçu de la mauvaise information de la part de la SAAQ. On va s'assurer que ça soit corrigé. Première complémentaire. En tout respect pour le premier ministre, l'information s'est rendue au gouvernement. La VG nous apprend tout au long de l'année 2022 des avis écrits indiquant que les retards dans la réalisation des tests ainsi que la qualité de ces derniers engendraient des risques importants ont été produits aux différentes firmes. Le gouvernement a été informé que le projet a été reporté de décembre à janvier. Le gouvernement a été informé qu'il allait suspendre tous les services transactionnels pendant 21 jours. La ministre l'a reconnu qu'elle était au courant. Ils ont été au courant depuis le début. Va-t-il prendre ses responsabilités? Chut. Messieurs, j'aimerais entendre la réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, ce que vient de dire le chef de l'opposition officielle n'est pas exact. N'est pas exact. Il le sait, à part de ça, mais bon, il veut faire sa clip aux nouvelles ce soir. Madame la Présidente, c'est très grave ce qui est arrivé. La SAAQ, c'est un organisme important qui a son propre conseil d'administration. Et ce qu'on se rend compte, c'est que de la mauvaise information, de l'information fausse a été donnée au gouvernement. On agit. Il faut comprendre, là, quand on a une société comme la SAAQ, c'est comme Hydro-Québec, l'Auto-Québec, il y a un conseil d'administration qui aurait dû voir ça, qui ne l'a pas vu. Deuxième complémentaire. Désolé de contredire le premier ministre. 6 avril 2023, la ministre des Transports, je la cite, « On savait longtemps d'avance qu'on allait devoir fermer les bureaux pendant 3 semaines. À la quantité de transactions qui s'effectuent dans les bureaux, c'est à peu près 2 millions par mois. À l'évidence, il allait y avoir plus de monde. » Tommy Chouinard, question. Vous avez été informé que ça allait être fermé 3 semaines? Réponse de la ministre. Moi, je suis arrivé en octobre, mais oui, on a tous été, le conseil exécutif, tout le monde était au courant.
Tout le monde était au courant. Maintenant, c'est l'heure des responsabilités. Va-t-il les prendre? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, le chef de l'opposition officielle, là, bon, je ne veux pas l'accuser, là, mais mélange deux dossiers, probablement qui ne fait pas exprès. Il y avait effectivement des longues files d'attente. On a agi pour réduire les files d'attente. Maintenant, c'est différent de ne pas avoir les informations sur ce qui se passait avec ce changement, qui, encore une fois, est nécessaire pour simplifier la vie des Québécois. Troisième complémentaire. Madame la Présidente, aujourd'hui, la VG nous dit que la prestation de services au comptoir prend plus de temps qu'auparavant et les services en ligne offerts sur la plateforme SACLIC sont utilisés par moins d'usagers de la route que les anciens services en ligne. Ça, j'espère qu'il est notifié de ça aujourd'hui. J'espère qu'il est notifié du fait que le projet va coûter plus de 1,1 milliard minimum. La VG dit que ça va coûter encore plus que ça. À partir de maintenant, peut-il prendre ses responsabilités et dire à la ministre de faire sa job? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, c'est évident qu'il reste encore beaucoup de travail à faire à la SAAC. Et on va s'assurer que le nouveau président, puis la nouvelle présidente du conseil d'administration de la SAAC, quand même pas rien, là, l'ancienne secrétaire générale, Dominique Savoie, est maintenant la présidente du conseil d'administration de la SAAC. C'est une des fonctionnaires qui a le plus d'expérience, qui a été dans les gouvernements libéraux et autres. Donc, Madame la Présidente, on va s'assurer que la situation soit corrigée. En question principale, je reconnais maintenant le député de Néligan, et c'est un tableau. Excellent. Ça, là, c'est votre résultat. Le projet a été évalué à 600, après 900, et aujourd'hui, c'est 1 milliard, 1,1. Et ça, Madame la Présidente, j'étais lors de la rencontre de ce matin. La VGQ disait très clairement, ça, c'est 2022. 2022. 2022. On est en 2024. Les Québécois, avec vous, ils ont perdu du temps, mais beaucoup d'argent. On ne parle plus d'un fiasco. On ne parle plus de CASA. On parle de CATA, comme catastrophe, Madame la Présidente. C'est ça la réalité. Alors, ma question est très simple. Le conseil d'administration était au courant et il y avait des lumières rouges. La question est très simple. Les Québécois veulent savoir aujourd'hui qui était au courant au niveau de ce gouvernement et qui a donné et qui a ordonné le go au déploiement de CATA. Et je vous rappelle, Monsieur le leader, que vous vous adressez directement à moi et non au gouvernement. Vous l'avez fait 2 fois. Monsieur le ministre de la Sécurité publique, nous Madame écoutons. la Présidente, d'entrée de jeu, la question du chef de l'opposition et du leader de l'opposition sont tout simplement malhonnêtes. Malhonnêtes dans l'interprétation que vous faites aujourd'hui. Oui, je vais vous reconnaître par acquis de... Donc, je pense qu'il est interpellé, il était ministre, il doit éviter de pointer le chef de l'opposition officielle et qu'il retire malhonnête, s'il vous plaît. Et oui, monsieur, je vais vous reconnaître brièvement, trancherai après, mais je vais vous reconnaître par souci d'équité. Monsieur le leader adjoint, quel est votre rappel au règlement? Oui, merci, Madame la Présidente. Bien, tout simplement pour dire que vous avez déjà statué sur le fait que la critique était permise. Je trouve que c'est une excellente critique. Alors, on revient au règlement. Monsieur le ministre, vous avez suffisamment d'expérience. Ce mot est lexique. Je vous demande de le retirer, je vous prie. Et nous écoutons vos explications. Vous retirez? Je le retire, Madame Parfait. la Présidente. D'entrée de jeu, Madame la Présidente, ma collègue au transport présentement préside une rencontre fédérale provinciale, donc elle aura la chance de réagir plus tard dans l'après-midi. Quand j'écoute la question du chef de l'opposition et du leader aujourd'hui, on devrait parler tous ensemble. Pourquoi? Parce que moi, comme ex-ministre des Transports, mon collègue cybersécurité, ma collègue au Trésor, les membres de la commission d'administration publique aujourd'hui ont été trompés. Ont été trompés dans ce rapport. Vous l'avez dit vous-même quand vous êtes levé tantôt. La VG dit, à l'article 100, la SAC rendait compte de l'avancement du programme, notamment à la commission de l'administration publique, au dirigeant principal de l'information et à la population. Or, l'information contenue dans les documents transmis n'offrait pas un portrait clair et complet de la situation. J'ai été trompé. Vous avez été trompé.
on ira au fond des choses pour comprendre ce qui s'est passé. Pas de bravo. Première complémentaire. Madame la Présidente, je suis content que l'ancien ministre des Transports se lève en 2022, parce qu'il y a un autre bout dans le rapport de la VGQ. La SAC a évalué 2 options. Une des options, c'est 222 millions de dollars. Entre parenthèses, risque médiatique et politique élevé. Ça a été sur le conseil d'administration. Il était ministre. C'est sous sa responsabilité, la SAC. Est-ce qu'il était au courant de ces décisions ou le risque politique, est-ce qu'on lui a dit, et il leur a dit parce qu'on est dans une année électorale? Non. La réponse du ministre. Présidente, j'ai fait un suivi pendant 4 ans avec mon collègue. La VG dit ceci encore. Certaines redditions de comptes transmises à la Commission de l'administration publique, où vous siégez, vous avez une présidente, et au dirigeant principal de l'information est en contradiction avec celle présentée au comité de direction et au conseil d'administration de la SAAC. Je le répète, on m'a menti. On vous a menti. On a menti aux collègues ministres. On ira au fond des choses pour comprendre ce qui s'est passé à la SAAC avec ce dossier SAC-Clic. Et je vous rappelle, Monsieur le ministre, que vous adressez directement à la présidente. Et Monsieur le leader, deuxième complémentaire. Madame la Présidente, c'est 2 sujets. Je veux le ramener sur sa responsabilité. Voilà. Sur la commission de l'administration publique, il m'a vu, je me suis levé, je vais faire le suivi. Il était ministre 16 juin 2022. J'ai un PV, j'ai un procès-verbal de la SAC. Point 7, suivi de CASA, je dirais plus suivi de CATA. Présentation du vice-président, Madame la Présidente, et il y avait tout à l'intérieur. Est-ce qu'il était au courant? Est-ce qu'il a parlé avec le PDG? Est-ce qu'il est au courant de ce PV? Réponse du ministre. Tellement n'importe quoi quand j'entends les là. C'est tellement n'importe quoi, Madame la Présidente. Ce dossier-là a commencé avant que j'arrive, en 2015-2016. Ce serait facile de mettre ça sur votre faute. Mais aujourd'hui, on devrait parler tous d'une seule voix. Parce que vous, les parlementaires de l'opposition, je connais le travail de l'autre côté. J'y ai été pendant presque 11 ans. Mais il y a des limites à dire n'importe quoi. On devrait parler d'une seule voix parce que vous avez été trompé, j'ai été trompé. Je vous rappelle, Monsieur le ministre, que vous adressez à la présidence. Monsieur le leader, quel est votre appel au règlement? Qu'il retire n'importe quoi, Madame la Présidente. Dans le cas présent, Monsieur le leader adjoint du gouvernement, je vais trancher. La critique est bonne d'un côté, la critique est bonne de l'autre. Terminé, il vous reste quelques secondes. Bien voilà, Madame la Présidente. Il reste 15 secondes pour dire aux oppositions aujourd'hui que oui, on devrait parler tous d'une seule voix parce que la Commission de l'administration publique, les ministres concernés, moi-même, ma collègue au transport, on n'a pas eu la bonne information qui venait du comité de direction de la SAAC pour comprendre ce qui s'est passé avec le dossier SAC-Clic. En question principale maintenant. En principale, je reconnais à nouveau Monsieur le député de Néligan. Madame la Présidente, ça là, c'est l'ensemble des procès-verbaux de la SAC de 2022. Avant que je me lève, on a fait notre travail. Donc oui, le ministre a raison de parler de la Commission de l'administration publique. Ce n'est pas ça ma question. J'ai au moins 3 PV. 3. Je les dépose, Madame la Présidente. Bien sûr, ils sont caviardés. Mais je présume qu'un ministre responsable parlait avec son PDG. Et un ministre responsable savait ce qui se passait à l'intérieur de la société d'État. C'est ça pour moi la responsabilité ministérielle. Sinon, aujourd'hui, il n'y a personne de responsable. Et c'est les Québécois qui payent les frais avec des pertes de 1,1 milliard de dollars, selon les prévisions de 2022. Madame la Présidente, je vais déposer en Chambre les 3 procès-verbaux. Dans les 3 procès-verbaux, il y a un point à l'ordre du jour, le système CASA ou le système CATA. Est-ce qu'il était au courant? Consentement pour le dépôt des documents? Consentement. La réponse du ministre. Madame la Présidente, pendant 4 ans, j'ai suivi ce dossier avec mon collègue. Plus d'une fois, on a rencontré la SAC. Si on ne me donne pas les bonnes informations, puis je répète encore une fois, le noir sur blanc, ce qui est écrit par la VG à l'article 100, la SAC rendait compte de l'avancement du programme, notamment la CAP, la Commission de l'administration publique, au dirigeant principal de l'information et à la population. Or, l'information contenue dans les documents n'offrait pas un portrait clair et complet de la situation. Ça ne peut pas être plus clair. On m'a menti, on m'a trompé, on nous a trompés,
on vous a trompé. Donc aujourd'hui, là, au lieu de faire de la petite partisanerie avec vos questions... Oui, monsieur le leader de l'opposition officielle, je vais vous écouter. Madame la Présidente, je sens que ça l'interpelle, il était ministre. Je l'invite un peu plus de prudence et qu'il retire ce qu'il vient de dire. Monsieur le leader adjoint, Madame la Présidente, par souci d'équité, brièvement, quel est votre rappel au règlement? depuis tout à l'heure, le ministre de la Sécurité publique invoque le fait que les parlementaires devraient se scandaliser tout le monde ensemble, qu'on est... Alors, et effectivement, Madame la Présidente, ce que le ministre de la Sécurité publique a dit, alors, pourrait-il s'élever au-dessus de la situation? Alors, on ne fera pas une période de questions à l'intérieur de la période des questions. Alors, je vous ai écouté, je tranche. Monsieur le ministre, retirez ces propos. Vous savez qu'ils sont non parlementaires et je vous invite à Je poursuivre. les retire, Madame la Présidente. Ça reste pour moi indigne. Ça reste pour moi indigne de voir ce qui se passe aujourd'hui, quand la VG qui a préparé ce rapport depuis des mois confirme. C'est pas banal, là. Ça fait presque 20 ans que je suis à l'Assemblée nationale. J'ai jamais vu un organisme blâmé par la VG qui dit aujourd'hui que les informations étaient inadéquates. Celles qui étaient données à la Commission de l'administration publique, qui est le chien de garde des organismes, de la population, a été bernée. Première complémentaire. OK, Madame la Présidente, on va aller jusqu'au bout. J'ai des PV où il était, lui, ministre. Je lui lance un défi aujourd'hui. Point 3.1, PV du 14 septembre 2022. Est-ce qu'il va avoir le courage de décaviarder cette partie? Le vice-président à l'expérience numérique parcourt la présentation sur le suivi du projet CASA et il débute en informant les membres des indicateurs globaux. On parle des indicateurs globaux au conseil d'administration. La réponse du ministre. Madame la Présidente, certaines redditions de comptes transmises à la Commission de l'administration publique au dirigeant principal de l'information étaient en contradiction avec celles présentées au comité de direction et au conseil d'administration de la SAC. Vous le savez, vous l'avez lu comme moi. Vous avez eu la mauvaise information. J'ai eu la mauvaise information. Mon collègue à cybersécurité a eu la mauvaise information. Ma collègue au Trésor, la même chose. Donc arrêtez, s'il vous plaît, là. Levez-vous un peu et dénoncez la situation. Parlons d'une seule voix pour dire aujourd'hui que la SAC nous a trompés comme parlementaires, a trompé la population. Et ça, c'est extrêmement grave. Et je vous rappelle, monsieur le ministre, que vous adressez à la présidence. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, s'il est courageux qu'elle décaviarde ce PV, hein? Décaviarder ce PV. Je lui dis que ce qui s'est passé à la CAP est inacceptable. C'est la première chose que j'ai faite et je vais faire une question de privilège. Maintenant, c'est très simple. J'ai ce PV. Je lui lance un défi. On parle des indicateurs globaux. Qu'elle décaviarde ce PV à la population québécoise aujourd'hui. Est-ce qu'il va le faire? La réponse du ministre. Madame la Présidente, à l'interne, la direction du programme a véhiculé comme information que les coûts prévus pour réaliser le programme s'élevaient désormais à 682 millions de dollars sans dépassement de coûts additionnels par rapport au contrat. De plus, des informations incomplètes ont été véhiculées dans les communications transmises par la SAC aux acteurs impliqués. Le Trésor, cybersécurité, moi-même, Commission d'administration publique. Ça prend quoi de plus? Ça prend quoi de plus pour vous dire, en majuscule, noir sur blanc, on a été trompé, j'ai été trompé, vous avez été trompé? En question principale, à nouveau, le député de Néligan. Madame la Présidente, s'il pense qu'on n'est pas d'accord sur ce qui s'est passé au niveau de la Commission de l'administration publique, il se trompe. On est d'accord. Est-ce qu'on a réglé ça? Je ne veux pas qu'il revienne sur la Commission de l'administration publique. Je reviens sur sa responsabilité en tant que ministre. Je lui lance un défi. Dévoile le PV. Il y a un procès-verbal, Madame la Présidente? Bon, là, je le répète assez souvent, vous vous adressez à la présidence et c'est bon des deux côtés, je vous le rappelle. Poursuivez. Madame la Présidente, la question est très simple. Elle est responsable de la SAC, elle rencontre le PDG de la SAC, et il y avait un PV. Un député de l'opposition a réussi à voir l'ensemble des PV. Je ne peux pas tout lire et conclure, mais ça parle de CASA, au moins 3 fois. Ça veut dire qu'en termes de responsabilité ministérielle, le PDG, il était au courant, et le PDG rencontre le ministre. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ce PV. Et Madame la Présidente,
en 2022, noir sur blanc, chose qu'il n'a pas dit, risque médiatique et politique élevé. Qui n'a pas voulu aller de l'avant avec cet appel d'offres? La réponse du ministre de la Sécurité publique. Madame la Présidente, le leader tourne en rond, là. Tourne en rond, sa troisième question, là. Il devrait lui-même l'avouer. Il le fait même en début de période des questions, là. Parce qu'il lui avec, il doit être offusqué de savoir que son équipe, les membres de son équipe, ont poursu la bonne information. Le premier ministre l'a mentionné, là. On a pris acte de la situation voilà des mois déjà. On a remplacé le PDG. On a remplacé le président du conseil d'administration. On va aller au fond des choses avec ce qui s'est passé. Pour moi, un des rapports les plus troublants que j'ai lus à l'Assemblée nationale dans les 20 dernières années. Ce qu'il faut que je répète le fait, ce qui est écrit là, à l'article 24, ce qu'il faut que je répète encore une fois, que l'information contenue dans les documents transmis n'offrait pas un portrait clair et complet de la situation. Poliment, ça veut dire que vous, les parlementaires, là, comme membre de la CAP, moi comme ministre, mes collègues comme ministres, vous n'avez pas la bonne information pour faire le suivi adéquat d'un projet aussi important pour la population. Pas eu la bonne information. Élevez-vous un peu, parlez avec nous, levons-nous, travaillons ensemble. Première complémentaire. Ben, on veut travailler ensemble. Élevez-vous aussi. Décaviardez les documents. De quoi avez-vous peur? Je vous dis, Madame la Présidente, c'est très simple, ma question. Il y a 3... Oui, c'est l'accès de l'information qui ne fonctionne pas, Monsieur le ministre. Oui, absolument. C'est une demande d'accès à l'information qui est caviardée, parce que c'est le gouvernement expert en caviardage. La question est très simple. La question est très simple. Article 32, je vous rappelle l'article 32. On garde le silence, on écoute les questions. Il vous reste 7 secondes et vous adressez à moi. Madame la Présidente, on veut toute la lumière. Je lui lance un autre défi. Est-ce qu'il va décaviarder l'ensemble des PV où il y a mention de Casa? La réponse du ministre responsable de l'accès à l'information. Madame la Présidente, je pense que mon collègue l'a dit plusieurs fois, c'est le temps de s'élever, travailler ensemble. Mon collègue est en train de commettre une erreur, je pense, importante, lorsqu'il demande à un ministre du gouvernement de faire fi de nos lois, puis de se mettre les deux mains dans l'accès à l'information. Ce ne sont pas les ministres du gouvernement qui prenons un crayon noir là, au Sharpie, puis qui rayons des parties de cette information-là. Ça ne se rend pas au ministre. On ne fait pas ce rôle-là. Ce que mon collègue nous demande de faire, c'est d'enfreindre nos règlements, nos directives, nos lois. Ce qu'on veut, c'est pas enfreindre nos règlements, c'est d'avoir accès à la vérité. Y a-t-il moyen que nos Question principale. Non, troisième. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Néligan. Madame la Présidente, je leur offre ma collaboration. Décaviarder les PV. Probablement, le gouvernement de caviardage a peur de décaviarder ce qui se passait réellement, Madame la Présidente. De quoi il a peur, le ministre? De quoi il a peur, le ministre? Pourquoi il ne veut pas décaviarder? Nous, on veut aller au fond des choses. Est-ce qu'il va avoir le courage de décaviarder les documents? C'est très bruyant, je vous entends. J'aimerais entendre la réponse du ministre. Madame la Présidente, notre collègue nous demande d'avoir le courage de faire quelque chose qui nous reprocherait ensuite. D'ailleurs, ils nous l'ont déjà reproché, à tort, nous disant qu'on se mêlait de l'accès à l'information, qu'on cachait des choses, ce qui était absolument faux. Là, ils nous demandent d'enfreindre les règles, d'enfreindre les règlements, parce qu'il a le goût d'utiliser à son escient une crise qui nous affecte tous, alors qu'on devrait travailler ensemble, dénoncer ce qui s'est passé, faire front commun, puis arrêter d'essayer de nous jouer les uns contre les autres. Élevez-vous, bon sang. Pas de bravo. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Mercier. Merci, Madame la Présidente. La cohabitation à Montréal est à un point de rupture. Ce qu'on lit dans la presse ce matin, c'est que les drames humains sont rendus tellement banals qu'ils font partie du quotidien. On va porter les enfants en contournant les personnes qui dorment dans le métro pour trouver un peu de chaleur. On détourne le regard quand une femme en crise se met à parler trop fort.
On achète notre café en entendant pas loin un gars qui raconte la surdose de son chum le soir d'avant. Moi et mes collègues, on prend souvent le métro et on la voit, cette détresse humaine. Ma crainte ce matin, c'est qu'on s'habitue, qu'on en vienne à tolérer que des Québécois et Québécoises vivent dans des conditions inhumaines et qu'on fasse rien. Parce que rien faire, c'est exactement ce que la CAQ fait en ce moment, en itinérance. Les gens qui travaillent sur le terrain nous le disent. La crise n'a jamais été aussi forte. La détresse n'a jamais été aussi profonde. Les besoins n'ont jamais été aussi élevés. Où est l'argent? Où sont les ressources? Où est la CAQ? Ça va prendre quoi pour que le premier ministre du Québec et de tous les Québécois, y compris ceux de Montréal, se soucient un peu de ce qui se passe à Montréal et des Montréalais? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, l'itinérance, c'est un enjeu qui est complexe. Évidemment, ça implique des enjeux de santé mentale. Ça implique aussi des enjeux de logement. Et on a vécu depuis 2 ans une explosion démographique, en particulier à Montréal. Quand même pas rien, là. On a eu des augmentations de la population de 2 % en 2023, de 2,4 % en 2024. C'est énorme. Ça, c'est la moyenne au Québec. Si on prenait les chiffres de Montréal, on verrait que c'est vraiment une explosion. En gros, c'est dû à l'immigration temporaire. On est passé de 300 000 à 600 000 personnes. Bon, puis il y a eu la COVID qui a augmenté les problèmes de santé mentale. Et Madame la Présidente, c'est pas juste à Montréal. J'invite la chef du 2e groupe d'opposition d'aller à Ottawa. Ils ont le même problème. À Toronto, ils ont le même problème. À Vancouver, ils ont le même problème. Madame la Présidente, j'en parle avec mes collègues des autres provinces, c'est un problème majeur dans toutes les grandes villes du Québec. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est pas exact de dire qu'on n'a rien fait. Mon collègue, le ministre responsable des services sociaux, a augmenté de façon très importante les budgets, entre autres les places en hébergement. Mais, Madame la Présidente, les besoins explosent. Donc, on doit continuer de travailler en... Première complémentaire. Madame la Présidente, le premier ministre noie le poisson. Il me parle de ce qui se passe ailleurs, des problèmes ailleurs. Ce qu'ils ont fait, c'est pas suffisant. Je lui parle d'une crise humanitaire, une crise de l'itinérance. Il y a une détresse humaine à tous les jours. Il y a de moins en moins de sécurité aussi dans le métro. Moi, je le prends. On est plusieurs à le prendre. Les Montréalais le prennent. Je l'invite, au lieu de me faire une analyse de ce que son gouvernement a fait, et il n'y a rien qui est fait en ce moment, la crise est forte, je l'invite à venir avec moi à Montréal et à aller voir cette détresse humaine dans le métro. Est-ce qu'il accepte? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, on nie pas le problème. On est tous les deux d'accord sur le problème, mais c'est un problème complexe. Il n'y a pas de solution simpliste. Il n'y a pas de solution simpliste. On doit travailler avec les villes, entre autres avec la Ville de Montréal. Puis c'est exactement ce que fait mon collègue aux services sociaux. On a augmenté les budgets de façon importante, puis on va continuer de le faire. Deuxième complémentaire. Les groupes sont là. Il y a plein de projets qui attendent. Il n'y en a aucun qui a été mis en place. Il n'y a pas de refuge, il n'y a pas plus de lits. L'argent qui a été donné n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant face à la crise. C'est une crise humanitaire et on ne peut pas dire que c'est les villes qui doivent s'en occuper ou tel organisme. C'est la responsabilité du gouvernement, c'est la responsabilité du premier ministre qui doit travailler avec les organismes et qui doit débloquer les fonds. Je l'invite une deuxième fois. J'aimerais qu'il constate la crise et qu'il vienne avec moi. Est-ce qu'il accepte? La réponse du ministre responsable des services sociaux. Bien, Madame la Présidente, on a développé des services partout au Québec, incluant à Montréal. Cette année, Madame la Présidente, c'est 93 millions de dollars qui va dans les services à Montréal. Doubler le nombre de refuges, 24 heures par jour, 12 mois par année. Madame la Présidente, on y est. On attend 25 millions de plus qui vont être débloqués bientôt. Et on a insisté pour que les municipalités, les organismes
et les cieux soient assis à la même table pour prendre les meilleures décisions. On ne peut pas décider de Québec qu'est-ce qui est la meilleure solution. Nous, on dit aux gens sur le terrain, dites-nous quelle va être la meilleure solution pour vous, et nous, on va les aider à déployer celle-ci, Madame la Présidente, sans oublier les interventions spécifiques à la santé mentale. En question principale, je reconnais maintenant le député d'Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Madame la Présidente. Espérance de vie de 5 à 7 ans inférieure à celle de la moyenne de la population. La prévalence de maladies pulmonaires chroniques y est presque 2 fois plus élevée que dans le reste du Québec. On ne parle pas de Tchernobyl en 1986, ici on parle de Rouyn-Noranda, ici, maintenant. Aujourd'hui même, les inspirantes femmes du groupe Mères au front sont avec nous dans les gradins, je les salue. Elles sont venues nous parler d'un livre qui s'appelle « Zone sacrifiée », dont je vais vous lire quelques extraits. Tu vis dans une ville que tu aimes, où tu as passé toute ta vie. Depuis peu, tu sais avec certitude qu'habiter ici t'empoisonne depuis le début de ton existence. Ton enfance est une zone sacrifiée. Le plomb s'introduit dans le sang et les os, conduit à un dérèglement nerveux ou une intoxication aiguë. Ton corps est une zone sacrifiée. Pour la santé de ton bébé, tu te demandes si tu dois poursuivre ta grossesse ailleurs qu'à Rouyn-Noranda. Ta grossesse est une zone sacrifiée. La cible de 15 nanogrammes d'arsenic est déjà insuffisante. La CAQ n'est même pas capable de nous garantir que la compagnie va s'y plier. Devons-nous comprendre que pour la CAQ, Rouyn-Noranda est en fait une zone sacrifiée? Réponse du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Merci, Madame la Présidente. Et je remercie le collègue pour la question, tout en l'invitant à une certaine prudence. C'est cette attitude qui a fait perdre à la formation qu'il représente la seule députée qu'il a en région, avec des propos qui sont, ma foi, démagogiques. Ce qu'il faut savoir, depuis notre arrivée au pouvoir, oui, je vais reconnaître le leader du deuxième groupe d'opposition. Je vous écoute, monsieur. Madame la Présidente, il y a certaines limites. Là, il y a des propos blessants ici. Là, inciter que mon collègue fait des propos démagogiques, ça ne respecte pas la bonne entente ici puis le règlement qu'on s'est donné. Et j'ajouterais, je vais trancher, on écoute, j'ajouterais à vos propos que c'est également au lexique, monsieur le ministre, et que je vous demande de retirer ce mot. Madame la Présidente, Poursuivez. une critique qui est démesurée, mais qui reprend malheureusement une vieille méthode de Québec solidaire qui lui a fait perdre la confiance des gens de Rouyn-Noranda lors de la dernière élection. Ce qu'il faut savoir, lorsqu'on parle de la Fonderie Horn, c'est une institution dans la région qui va célébrer ses 100 ans dans les prochaines années. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gouvernements qui se sont succédés au fil des années ont littéralement mis de côté les avis qui nous provenaient notamment de la santé publique et ont laissé l'industrie se développer sans contrainte environnementale. Le portrait a radicalement changé depuis que nous sommes au pouvoir. Avec la dernière autorisation, on oblige la compagnie à se conformer aux différentes règles environnementales qui sont en vigueur et le tout conseillé par la santé publique. La santé publique a accompagné... Première complémentaire. Depuis des dizaines et des dizaines d'années, la fonderie Horn qui surplombe ta ville a outrepassé les normes d'émissions d'arsenic en toute connaissance de cause avec la bénédiction de l'État québécois. Ta confiance est une zone sacrifiée. Madame la Présidente, il y a des gens qui perdent près d'une décennie de leur espérance de vie à cause de l'inaction de leur gouvernement. Puis le ministre nous répond « Tout va bien, Madame la Marquise ». Bien, c'est pas compliqué, Madame la Présidente. On ne veut pas savoir ce qu'il fait déjà, on veut savoir ce qu'il va faire de plus. La réponse du ministre. Donc, on reprend le même modus operandi lorsqu'on dit que le gouvernement n'a pas agi. Le dernier, dans tous les cas, agit. Dans les attestations précédentes, tous les métaux qui sont normalement assujettis à la loi sur la qualité de l'environnement et de l'air n'étaient pas assujettis au respect de la norme. On a imposé ça. On a aussi imposé une transparence qui oblige autant la compagnie que le ministère de l'Environnement à révéler les données à la station légale. Et on a justement reçu ces chiffres au cours des derniers jours. Pour l'arsenic, on est en plein respect de la norme annuelle. Pour le cadmium, on est tout à fait en respect de la norme annuelle. Pour le plomb, on est aussi en respect de la norme annuelle. Deuxième complémentaire. Les enfants de Rouyn-Noranda ont de l'arsenic dans les cheveux, dans les ongles et probablement dans les os aussi. Tes enfants sont une zone sacrifiée. Glencore, ça fait des économies en sacrifiant la santé et la vie de notre monde, Madame la Présidente. On nous dit que ça va coûter trop cher de baisser les émissions plus drastiquement, mais pourtant, Glencore, c'est 14 milliards de profits. Fait que du lousse, là, il y en a en masse là-bas. Comment est-ce que le ministre peut expliquer aux gens de Rouyn-Noranda qu'on a une norme au Québec, mais que pour eux, pour les gens de là-bas,
bien, c'est pas grave de ne pas la respecter. La réponse du ministre. Le collègue peut répéter certains extraits. Moi, je vous dis que les normes qui ont été imposées sont respectées. Il y a des avancées majeures qui ont été réalisées au cours des dernières années. Et moi, je me demande comment peut-on être aussi déconnecté avec la population de Rouyn-Noranda. C'est un travail qui se fait avec la population, avec le conseil municipal, avec l'entreprise. Il y a des comités de suivi qui ont été mis en place, mais malheureusement, Québec solidaire s'isole dans ce dossier et ça explique les résultats de la campagne électorale de 2022 dans le secteur de Rouyn-Noranda. Heureusement que nous avons dorénavant un excellent député dans le secteur qui est en mesure d'assurer les suivis nécessaires et qui peut témoigner des améliorations qui ont eu cours au cours des dernières années. En question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, la CAQ a fait le pire déficit de l'histoire et elle essaie maintenant de réparer sa mauvaise gestion en faisant des compressions. On apprend aujourd'hui dans la presse que de nouveaux services aux citoyens sont menacés d'être supprimés, notamment la centaine de cliniques de vaccination que le gouvernement a choisi de pérenniser pour y ajouter des activités de prévention et de services de première ligne. Ça serait coupé. On considère également la réduction des activités et des heures d'ouverture des petites urgences. C'est le cas de Fortierville, Trois-Pistoles, Rivière-Rouge. Et ce, au même moment où ce gouvernement se targue d'être le gouvernement des régions. On est en train de créer un désert médical. Il est question également de la fermeture des programmes Air Ouverture. Donc, on se propose de supprimer des services en santé mentale aux adolescents, alors que c'est un autre programme qui a été mis en place par la CAQ elle-même. Donc, tous ces projets sont sur pause parce que la CAQ a dépensé sans compter, alors que sa principale promesse, c'était de bien gérer les finances publiques. Je vais poser la même question qu'au cours des dernières semaines, parce que ça fait des semaines que le gouvernement nie que ces coupures-là, elles ont lieu, qu'il y a des coupures importantes en service à la population. Est-ce que le premier ministre peut reconnaître qu'il a trop dépensé dans des projets douteux, que par conséquent, il coupe dans les services à la population? Et surtout, est-ce qu'il peut nous présenter un plan de compression budgétaire transparent pour chacun de ces ministères? Parce que oui, ça a lieu. La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, le chef du troisième groupe d'opposition est dur à suivre parce que j'essaie de comprendre, là, est-ce qu'il pense qu'on dépense trop ou il pense qu'on dépense pas assez? C'est vraiment pas clair, là. Dans une phrase, il dit une chose. Dans la phrase suivante, il dit le contraire. Madame la Présidente, la réalité, là, c'est que si on parle de santé, depuis 6 ans, on a augmenté le budget de la santé de 50 %. C'est jamais vu, là. Jamais un gouvernement libéral ou un gouvernement péquiste en a fait autant du côté de l'augmentation des dépenses. Maintenant, Madame la Présidente, quand on regarde le budget 2024-2025, il est en croissance sur le budget de l'année précédente, 23-24. Ce qu'on demande au réseau, c'est de respecter le budget, un budget qui est en croissance. Je pense que ça, c'est de la bonne gestion. Donc, peut-être que dans sa complémentaire, il peut nous éclairer. Là, est-ce qu'il trouve qu'on dépense trop en santé ou on ne dépense pas assez en santé? Première complémentaire. Avec plaisir, Madame la Présidente. Je trouve que ce gouvernement dépense trop dans des projets comme Nordvolt Suède. Je trouve que ce gouvernement dépense trop en bureaucratie et je trouve que ce gouvernement ne dépense pas assez en services essentiels à la population. Ça peut être plus clair que ça? Là, il y a une pétition sur Amos, là, signée par 25 000 personnes. Est-ce que le premier ministre peut nous répondre à savoir si les usagers d'Amos vont obtenir leur nouvelle urgence? Qu'est-ce qu'il répond à sa propre députée qui a parrainé une pétition dont on connaît à peine l'existence apparemment du côté du gouvernement? La réponse du premier ministre. Chut. Oui. Madame la Présidente, je pense que Bernard Landry serait un peu triste d'entendre le chef du troisième groupe d'opposition dire « on met trop d'argent en économie, mais pas assez en santé ». Franchement, de comparer ce qu'on a mis dans les entreprises avec ce qu'on met en santé. Madame la Présidente, ce qui est important de dire, là, c'est qu'on a réussi depuis 6 ans à réduire l'écart de richesse
du Québec avec le reste du Canada, ce qu'il n'a pas réussi à faire ni le gouvernement du Parti québécois. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, je reviens au sujet des personnes handicapées qui perdent des heures de soins et de services à domicile, des préposés aux bénéficiaires recrutés et formés à grands frais et qui sont remerciés. 330 postes d'infirmières et inhalothérapeutes éliminés en Chaudière-Appalaches, 200 millions de coupures dans les services aux élèves, arrêt des mammographies de soir au Bas-Saint-Laurent, j'en ai plein. Est-ce que le premier ministre peut présenter son plan de compression budgétaire de manière transparente pour chacun des ministères au lieu de faire semblant que ça n'a pas lieu? On demeure prudent. La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, on ne sait toujours pas c'est quoi la position du chef du troisième groupe d'opposition. On a augmenté le budget de la santé de 50 depuis 6 ans. À chaque année, le budget est en croissance. Mais on est en train de faire une réorganisation. Entre autres, il y a des postes de jour qui sont abolis à des endroits, puis on crée des postes de soir, de nuit, de fin de semaine. Pourquoi? Parce qu'on a été le premier puis le seul gouvernement à avoir le courage de négocier avec les syndicats d'infirmières pour avoir cette flexibilité. Donc, Madame la Présidente, ce que le ministre de la Santé est en train de faire, c'est de rendre notre réseau plus efficace. C'est ça qu'on souhaite, c'est ça que les Québécois souhaitent. En question principale, je reconnais maintenant le député de Tachereau. Madame la Présidente, la vie coûte de plus en plus cher. On peut le constater à tous les jours quand on va payer l'épicerie. Il y a de plus en plus de Québécois, de Québécoises qui cherchent les aubaines. De plus en plus de personnes aussi se privent d'aliments sains. Pour plusieurs Québécois, Québécoises, passer à la caisse est devenu une source de stress, une source d'anxiété. Avec l'épicerie qui va coûter jusqu'à 2 600 $ de plus en 2025, manger sainement, c'est devenu un luxe pour plusieurs. Les familles, les personnes âgées, les étudiants vont se tourner de plus en plus vers les banques alimentaires. D'ici 2027, c'est plus de 3,2 millions de demandes d'aide alimentaire mensuelles qu'on s'attend à avoir. En ce moment même, il y a 100 millions de dollars de l'argent des Québécois qui dort à Ottawa pour de l'aide alimentaire. Si la CAQ ne signe pas l'entente d'ici le 31 mars, c'est 11 millions de dollars pour l'année en cours qui va juste disparaître. Est-ce que la ministre de la Solidarité sociale peut se lever aujourd'hui pour nous dire comment elle va s'assurer que l'argent des Québécois va servir à nourrir les Québécois dans les banques alimentaires ici à Québec, au Québec? La réponse de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et je remercie le collègue pour sa question. La sécurité alimentaire, c'est un enjeu qui est extrêmement important pour nous, vraiment très important, parce que oui, on a pu constater, évidemment, puis je l'ai constaté en faisant le tour de toutes les régions du Québec, en préparant le plan de lutte à la pauvreté, qu'il y a un accroissement des personnes qui vont vers les comptoirs alimentaires, les banques alimentaires. C'est pour ça, Madame la Présidente, que depuis que nous sommes en poste, c'est plus de 700 millions de dollars que nous avons investis dans la sécurité alimentaire. C'est pour ça, Madame la Présidente, que depuis 2022, quand Banque alimentaire Québec est venue nous voir pour obtenir du financement, aussitôt on a répondu à la demande et que depuis, on répond à la demande de Banque alimentaire Québec pour que Banque alimentaire Québec, qui subvient aux besoins de 1300 comptoirs à travers le Québec, puisse distribuer de la nourriture, puisse acheter de la nourriture, puisse avoir des infrastructures nécessaires pour bien distribuer cette nourriture auprès des gens. On ne veut que personne... Première complémentaire, et pour ce faire, je reconnais le député de Maurice Richard. Vous remarquerez qu'on ne sait toujours pas comment on va rapatrier l'argent, Madame la Présidente. Mais restons sur les banques alimentaires. Dans ma circonscription, 12 organismes sont en train d'être évincés par le Centre de services scolaires de Montréal. Ils servent 25 000 personnes. La banque alimentaire qui se trouve a servi plus de 4 000 personnes vulnérables en 2024. Tout ce que ces groupes demandent, c'est un sursis, le temps que les locaux déjà prévus soient prêts pour les accueillir. Est-ce que le gouvernement va intervenir pour sauver la principale banque alimentaire de Hansik? La réponse de la ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Oui, il y a des organismes communautaires qui doivent trouver de nouveaux locaux parce qu'il y a certains enjeux. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous, de s'assurer que les organismes communautaires soient bien logés. C'est pour ça que
Dans le plan d'action gouvernemental en action communautaire, Madame la Présidente, qu'on a déposé en 2021-22, un plan d'action qui est attendu depuis 15 ans par les organismes communautaires, qui contient une première enveloppe de 1,1 milliard de dollars pour les organismes communautaires. On est rendu à 2,2 milliards pour les organismes communautaires et on a une mesure. Voilà, cela met fin à la période de questions et de réponses orales.